Et on va démarrer gentiment. Aurore, c'est cool d'avoir accepté l'exercice de venir partager un petit peu ce que vous faites chez Itch à la data et puis toi de manière générale comment tu travailles. Nous on travaille beaucoup avec pas mal de startups, pas mal de scale-up qui ont des enjeux data très très forts et, euh, et c'est vrai qu'il y a des manières de voir les choses, que ce soit au niveau de l'orga, des stacks. Euh, il y a beaucoup de choses très communes, mais il y a aussi des grosses différences. On a des gens de chez Eloasso, salut Laurent, on a des gens de chez Relevancy, des gens qui font de l'IA et du product management. C'est cool parce que cette semaine, j'ai pas mal de gens aussi en produit qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés par ce genre de talk Ouais, super. assez technique, donc ça fait plaisir. Itch est une startup que j'affectionne particulièrement, vraiment, Ah oui. parce que app de VTC qui est venu concurrencer le gros Uber. Euh, il y a un côté David contre Goliath chez Hitch qui est quand même assez sympathique. Et, et ce qui m'a fait rire récemment avec vous, c'est, je crois que vous jouez pas mal sur les commissions, le fait que vous êtes plutôt en dessous de Uber, etc. Et Ouais. vous avez lancé un code promo récemment qui consiste à, si tu l'appliques sur Hitch, ça augmente les prix. Et tu te retrouves avec des prix de chez Uber. J'ai trouvé que c'était du génie d'un point de vue marketing. Qui a fait ça chez vous? Qui a eu l'idée de faire ça? Ouais, c'est le marketing, effectivement. Et je peux te dire que quand on a vu passer le ticket sur product, support product de la part du CRM, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande un voucher qui augmente le prix. Euh, Bref, mais du coup, c'est vrai que c'était un coup de génie et on s'est surtout, on trouvait ça assez rigolo côté engineering. Ils ont vraiment bien géré la façon de faire justement parce qu'on n'a pas notre plateforme de vouchering, elle permet pas en fait de faire des prix plus chers. Et donc en fait, ce qui a été fait, c'est que quand tu rajoutais ton voucher, ça te débloquait un produit en fait. Donc c'est Ok, comme ça qu'on arrivait à faire augmenter le prix. Et donc le produit était plus cher que le produit de base. énorme. C'est comme ça qu'ils ont réussi et je trouve ça hyper smart la façon C'est de. hyper smart. Mm, mm. C'est vraiment du génie. En 2 minutes, du coup, pour ceux qui nous découvrent, The Product Crew, on est un cap de recrutement tech et product, mais on fait pas que ça, évidemment. Beaucoup de masterclass, beaucoup d'échanges et de partage de ressources avec la commu. C'est le début de l'été, du printemps. J'ai cru comprendre qu'il faisait beau à Paris. Moi, je n'habite plus Paris, mais du coup, on va se remettre à faire des gros apéros, comme on sait les faire. Et donc, stay tuned. En attendant, on vous partage quelques ressources qui peuvent vous intéresser. On a une grosse boîte à outils de data qui est assez canon, qu'on a réalisé il y a quelques temps, il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis, notre grande enquête des salaires et du marché de l'emploi tech en 2025, il y a pas mal d'insights. Le marché bouge énormément. Euh, voilà, on va vous partager aussi les liens dans le chat. On a la chance à date d'avoir accompagné un peu plus de 800 startups, scale-up, PME tech, et d'un côté, 15 000 candidats de l'autre. Ça en fait des mises en relation, ça en fait beaucoup. On accueille des nouveaux jobs tous les jours chez TPC, aussi bien dans des boîtes très early, fintech, qui vont se lancer autour de produits IA, que dans des grosses scale-up bien internationales, qui sont en train de se lancer aux US ou de conquérir des marchés européens. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit pour vos problématiques de recrutement ou pour vos problématiques de trouver votre prochaine aventure. Sachez qu'on n'est pas des entremetteurs. Nous ne sommes pas des entremetteurs et des passe-plats et des gens qui mettent en relation. On est là pour vous challenger, que ce soit votre besoin ou alors votre profil de candidat. On est là pour vous challenger, pour vous donner les meilleurs conseils que vous puissiez trouver sur le marché du recrutement tech et pour avancer ensemble. Alors, peut-être qu'on peut commencer par
Bah, tout simplement, tu vois, nous parler du produit Itch, de la techno qu'il y a derrière. En gros, on vous connaît, hein, comme une app de VTC, Ouais. mais techniquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, du coup, on a une équipe effectivement un peu classique, hein, de scale-up, parce qu'on est une scale-up maintenant, mais donc avec produit, enfin un peu le trio produit, euh, data et dev. Donc aujourd'hui, on est en pleine transformation tech, donc c'est un peu particulier, mais du coup, on migre un peu tout. Donc avant, on était effectivement sur une architecture, on travaillait en Go, on avait donc les deux Android, iOS bien évidemment, on a du web, euh, on utilise Kafka, enfin voilà, on a un peu tous ces outils-là. Et là, on est en train de switcher pour être sur une architecture beaucoup plus managée, en passant sur du GCP. Avec du PubSub à la place du Kafka. Et voilà. Et du coup, on change aussi un peu la façon de travailler tous ensemble et les tailles d'équipe. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais Ouais, si, mais carrément. global. Carrément. J'en profite pour dire, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, on les prendra à la volée. Non, là, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on en connaît plein, hein, des applications de VTC. Tu penses qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? Tu vois, il y a quoi comme, on va dire, Mhm. tu vois, fonctionnalité ou même élément du parcours client ou driver qui est assez saillant, qui fait la différence chez Itch. Ouais, sur l'app en elle-même, euh, franchement, je pense qu'on n'est pas. On va être honnête, hein, enfin, on est, comme tu dis, on est un peu David contre Goliath. Enfin, on n'a pas, je pense, énormément de fonctionnalités en plus que nos concurrents, voire on en a moins. L'idée, c'est aussi, enfin, il y a pas mal d'apps qui sont devenues assez complexes. Alors bon, Uber, ils essayent toujours de quand même s'ils ont beaucoup, beaucoup de produits, d'essayer de rationaliser un peu tout et que l'expérience reste facile. Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup moins de fonctionnalités, on est aussi beaucoup, beaucoup moins gros, on a beaucoup, beaucoup moins d'argent. Donc, en fait, on est plutôt à parité, même pas toujours, sur les fonctionnalités. Nous, ce sur quoi on joue beaucoup, c'est effectivement l'image de marque, la brand, on joue énormément là-dessus. Et après, nous, ce qu'on essaie de mettre vraiment en avant, c'est qu'on est les moins chers. Ouais, En tout cas, en France, alors on est basé en France, en Belgique et aussi en Afrique. On est dans quelques pays. C'est pas tout à fait le même objectif. C'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on met en avant. Mais en France, en tout cas, clairement, on joue sur le côté le moins cher. Et donc, c'est là-dessus qu'on va jouer effectivement sur notre image de marque, comment on communique. ouais. Mais sur les fonctionnalités en elles-mêmes, je dirais voilà, on est plutôt à parité avec les autres. Ok. Tu peux nous donner une idée un peu de la de volumétrie de données, des choses que tu pourrais nous partager pour se rendre compte un peu, tu vois, de ce que vous traitez à la data. Ouais, écoute, on est à des centaines de millions d'events par mois. Ok, Et donc, nous, on est quand même très event. Alors, du coup, l'ancienne architecture, on était déjà très event-driven, mais il y avait encore pas mal de tables, back-end, etc. Mais maintenant, on passe du coup sur la nouvelle techno, on passe en event-driven full. Donc là, je n'ai pas encore une idée complète de à combien on va se retrouver, du coup, parce que en fait, on n'a pas migré entièrement. ouais, On a migré que une ville pour l'instant. La prochaine étape, c'est de migrer un pays. Et d'ici la fin d'année, on veut avoir tout migré. ok. Mais du coup, j'ai pas encore une idée de ce que ça donne en plus en termes de volumétrie de données, mais on se parle de centaines de millions effectivement par mois de volume d'events. Ça fait pas mal. Ça fait pas Ouais, mal. Je crois que c'est ce que tu me disais, vous aviez refondu la data platform. tout à fait. Tout à fait. Tu peux nous en dire plus sur ce projet? Qu'est-ce qui explique ça? Ouais. Et en fait, du coup, comme donc il y a 2 ans, donc le CDO de l'époque, Nicolas Lapomerda, a proposé en fait ce projet de refondre toute la partie tech, et donc à savoir en priorité le back-end et le mobile. Parce qu'effectivement, il y avait trop de legacy.
et on n'arrivait pas à aller assez vite. Et justement, comme je te dis, on est un peu des petits par rapport à Tu veux dire assez vite dans le shipping de fonctionnalités, dans le shipping de fonctionnalités, exactement. Ouais, tout à fait. En fait, on n'arrivait pas, enfin, tout était, en plus, comme on travaillait un peu, on travaillait en squad, on n'avait pas un bon, je sais pas comment expliquer ça, mais tu vois, ça marchait pas bien entre les différentes squads pour dès qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui couvrait plusieurs squads, tu vois, que ça se fasse bien. Il y avait énormément de legacy. Donc, on shippait pas du tout assez vite les fonctionnalités, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez redondant. Je sais pas, dans le chat, dites-nous si vous connaissez ce genre de problématique, parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ont ce genre de sujet. Ça, moi, ma question, c'est en quoi est-ce que ça, parce que ça peut être des sujets d'orga, comme ça peut être des sujets, tu vois, d'architecture ou de plateforme. En quoi c'était lié à vos sujets C'est devenu, alors effectivement, tu as raison, c'est un double sujet. Et en fait, nous, on en profite pour changer un peu les deux, à la fois l'orga et à la fois l'archi. Mais alors pourquoi on aurait pu se dire, on fait que l'orga. Mais dans les faits, il y avait quand même toujours le problème en fait, on était sur une architecture assez low level et des outils assez low level. Et en fait, on voulait changer ça pour justement réduire la taille d'équipe pour être de nouveau plus agile. Et pour ça, il fallait de toute façon changer les outils et la façon dont on travaillait. Donc, on est plutôt parti sur tu as une équipe à part qui casse tout et qui recommence, pendant qu'en fait, les autres maintiennent un peu ce qui se passe. Et en fait, on essaye au fur et à mesure, de se remettre au même niveau. Mais l'idée, c'était de modifier les deux en même temps. Ouais. C'est un chantier énorme. Ok. Et du coup, pour la data, on s'est dit, tant qu'à faire des modifications côté back-end, tant qu'on retouche à la data, parce que nous aussi, on avait... alors, c'était moins problématique, le legacy côté data, mais quand même, il y en avait. Parce que les tables, elles avaient été créées par des non-spécialistes de la data à la base. Et donc, toutes nos tables core, elles marchaient, hein, mais c'était du patch dans tous les sens. On s'est dit plein de fois, il faut changer ça, mais comme on est des petites équipes, et en fait, c'est du temps, enfin, ça prend beaucoup de temps de faire ces modifications-là. Et du coup, tu as toujours le business qui prend le dessus, quoi. Sachant que ça fonctionne. Pour tout refondre, quoi. Ouais. Et ça fonctionnait, en fait. Enfin, donc, tu vois, tu te mets toujours ça de côté. Et du coup, on s'est dit, là, c'est vraiment le moment parfait pour refaire tout ça. Donc, on a changé aussi nos outils. Du coup, pour donner une idée là du stack aujourd'hui, donc on est aussi sur GCP, donc on utilise BigQuery. On a aussi inclus de nouveaux types d'outils qu'on n'avait pas avant. Donc là, on utilise Amplitude pour le Mobile Analytics. Ouais. On utilise Statsig pour l'expérimentation. Donc nous, on faisait tout en interne côté expérimentation. Enfin, on faisait tout sur un notebook, quoi, qu'on avait quand même standardisé. Mais là, on passe sur Statsig, qui est un outil qui est pas mal pour nous parce que en fait, leur VP Product, elle est une ancienne d'Uber. Et donc, en fait, elle a vraiment les dynamiques de marketplace en tête pour le produit. Et donc, c'est un des seuls outils qui propose de faire alors, je vais donner plusieurs noms qui sont utilisés, mais le switch backtest ou time skip test, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est qu'en fait, au lieu d'avoir un AB qui fonctionne en même temps, tu as A, puis B, puis A, puis B. En fait, tu le fais en fonction du temps. Donc, ton groupe A, il change tout le temps parce qu'en fait, c'est vraiment basé sur la randomisation, elle est faite sur l'heure. J'ai une petite question technique, ensuite on a 2-3 petites questions un peu c'est plus, en fait, je vois vous êtes posé des questions avant j'imagine que vous avez benché avant de partir sur Amplitude. Il y a Metabase qui est quand même pas mal utilisé. Pourquoi vous avez fait ce choix de Amplitude versus Metabase ou un autre, hein? Ouais, on avait testé. Alors, on était en discussion avec Amplitude, Mixpanel, et j'avais regardé un peu PostHog aussi en me disant ça avait l'air moins cher et ça avait l'air d'être une boîte qui nous ressemblait un peu plus. Parce que Amplitude, c'est une blinde aussi. Enfin, c'est cher, quoi, comme outil. Ouais, on a bien négocié. On a bien négocié. Mais... Et en fait, on a aussi côté produit. Faut arriver en fin de quarter. Et on est arrivé en fin d'année, si tu veux. Donc, on est arrivé en décembre. Parfait. Tu arrives en fin d'année, tu prends le commercial qui n'a pas fait ses résultats. Comment vous faites pour ne pas friser le business as usual pendant que vous refactorisez?
Ouais, bah, justement, alors du coup, côté dev, c'était vraiment parce qu'il y a une équipe de freelance à part qui crée cette nouvelle app. Alors, sachant que, enfin, c'est quand même des gens qui ont travaillé pour Itch avant, mais voilà et donc c'est pour ça, en fait, que tu arrives à avoir d'un côté ceux qui se focus là-dessus et de l'autre, ceux qui continuent le business as usual. Les équipes business, pour l'instant, de toute façon, elles ne sont pas vraiment sur la nouvelle tech. Elles sont toujours parce que la majorité de nos trajets sont toujours faits dans l'ancien système. Tant qu'on n'a pas fini de migrer. Du coup, les équipes business, elles sont full focus sur de toute façon l'ancien système. Et côté data, on mixe, en fait, on essaie de faire un mix de projets entre et produits d'ailleurs aussi. Enfin, produits sont très très focus nouvelle tech avec toutes les specs à sortir pour refaire l'app. Et nous, on est un peu plus en mix où en fait, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles entités qui sont créées côté back-end, on les intègre dans BigQuery, dans Looker, etc. Parce que nous, on a Looker en DataVis du coup. Et du coup, c'est quoi? C'est une équipe en fait à part. C'est une équipe refonte Ouais, qui prend le sujet à part entière ou exactement. Ouais, c'est quelque chose qu'on ok. a négocié avec le board du coup, d'avoir cette équipe à part pour que ça aille plus vite. Ouais. Et qui sont spécialisés vraiment dans les nouveaux langages, etc., quoi. Tu disais, c'est une bonne question ça, que vous shippiez pas assez vite par rapport à quoi? C'est quoi votre référentiel? Mais, Ouais, bah, effectivement, je pense que le référentiel dépend beaucoup de l'entreprise, mais tu ouais, vois, je vais te donner un exemple, mais on a shippé, du coup, un des derniers trucs qu'on a shippé dans l'ancien système, c'était le back-to-back ride. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est nous, avant, les chauffeurs, ils pouvaient pas recevoir de nouvelles propositions de trajet tant qu'ils n'étaient pas dans un statut open, donc tant qu'ils n'avaient pas fini un trajet. ouais. Et donc ça, c'est une des features qu'on a voulu lancer pour justement qu'on garde les chauffeurs sur la plateforme. C'est de leur envoyer une nouvelle proposition de trajet pendant qu'ils sont encore en Ouais, trajet. à la fin du. Ouais. Ouais, D'ailleurs, un petit peu nous en avant tant la que client, nous en tant que client, on voit ça. Hein. On fin. prend un Hitch ou un Uber et puis c'est pas fini et ça sonne de partout. Ouais. À la fin du trajet, en général, t'as ton chauffeur, il est sur 3 apps en même temps. C'est ça. Bah, en fait, soit ils ont une autre app qui les sollicite à ce moment-là, soit c'est au sein de la même app, effectivement. Et du coup, l'idée, c'est que si tu ne proposes pas au sein de la même app, ben, comme ils ont 3 apps ouvertes en même temps, ils vont aller chez l'autre si l'autre propose avant que C'est toi, tu aies sûr, fini c'est ton sûr. trajet. Donc, il fallait vraiment qu'on rajoute cette feature-là. Et je ne sais plus exactement le temps qu'on a mis à la shipper, mais on a mis peut-être 1 an, quoi. Vous avez Et mis du un an coup, à shipper, ouais. j'exagère peut-être un Ouais, petit peu. Hein. Peut-être que ouais. le product va me regarder avec des gros yeux chez X, mais en tout cas, c'est trop long. Et puis, à chaque fois qu'on a voulu faire un refacto, Ouais. voilà, c'était trop long. Et du coup, là, l'idée, c'est de pouvoir aller beaucoup plus vite en parlant de Ouais. semaines, quoi. Et pas En de mois. parlant d'amplitude, comment est-ce que vous le maintenez? Comment est-ce que vous le mettez en place? Vous le maintenez? T'as Ouais. Michel qui nous dit que bah qu'il a souvent vu des équipes data qui font le tracking, mais c'est pas très optimal. Ouais, alors du coup, on vient de le mettre en place. Donc pour l'instant, on n'a pas une gouvernance gravée dans la roche. Ouais, Mais l'idée, effectivement, on commence comme ça. On commence comme avec le tracking, le plan de tracking géré, gouverné par la data. Et donc par moi, pour l'instant, parce que moi, j'aimerais bien embaucher un PM data. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore complètement validé en interne. si vous êtes PM data, envoyez Ouais, c'est ça. une petite Franchement, demande de mais il faut être à connexion. Barcelone. Envoyez une petite Il faut être à demande de Barcelone. connexion, c'est le moment. Si vous êtes basé à Barcelone, pas de problème. Si vous êtes à Paris, ça marche plus. Du Ou coup, si vous voulez bouger à Barcelone. Si vous voulez voilà. Ou bouger à si vous voulez Barcelone. bouger à Barcelone, tout à fait. Du coup, l'équipe data, elle est reconstruite à Barcelone au fur et à mesure parce que le siège social a bougé là-bas il y a 1 an. Et du coup, on cherche effectivement. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir un profil PM data pour gérer un peu tous les produits data qu'on a en interne et notamment justement la gouvernance d'amplitude. Mais quand même, là, l'idée, c'est que ce qu'on s'est mis en process pour l'instant, c'est effectivement, c'est moi qui vais gérer le plan de tracking, ou en tout cas une personne senior dans l'équipe qui va gérer le plan de tracking d'amplitude avec les PM. Mais c'est plutôt les PM qui font le plan de tracking à la base, c'est moi qui le valide et qui vérifie avec les devs que ça peut marcher, etc. Et on va avoir des office hours toutes les semaines, justement, pour gérer ça.
Donc, je suis d'accord avec toi, Michel, que c'est pas forcément toujours idéal que ce soit la data, mais je pense que c'est aussi problématique quand la data n'est pas impliquée et c'est aussi un peu le risque. Et vous arrivez à traquer la plupart des fonctionnalités importantes. Ouais. Vous arrivez à suivre un peu Ah oui, à complètement. rajouter. Ok, d'accord. À rajouter en fonction de ce que les PM demandent. D'ailleurs, est-ce que vous allez enfin, comment vous allez travailler avec le product? Comment est-ce que vous allez travailler avec le product sur les problématiques qu'il peut avoir? Et même sur quelles problématiques, Aurore, est-ce que vous allez travailler au-delà du tracking? Avec le product, on fait tout ensemble en fait. Enfin, donc Ouais, moi, juste pour expliquer peut-être rapidement l'organisation de l'équipe, parce que ouais, donc en fait, moi j'ai 3 sous-équipes, on va dire. Donc il y en a une, c'est Data Eng. Donc eux, ouais, voilà, très transverse à tout chez Each. Après, tu as la partie Data Science, où là, tu as Product Analytics, donc qui va être vraiment main dans la main avec le produit, et Marketplace et Pricing qui vont gérer vraiment tout ce qui est matching, dynamic pricing et puis pricing de base aussi. Et après, tu as l'équipe Business Analytics et Growth Analytics qui va être vraiment plus là, voilà, des profils data analyst, business analyst qui vont gérer à la fois le business au quotidien côté pays, donc ils vont vraiment, pareil, main dans la main avec les country managers pour piloter leur pays, et ouais. sur la partie growth, donc travailler avec les équipes CRM et acquisition. Et donc sur la partie product analytics, effectivement, donc avant on travaillait en squad, donc tu avais un data, alors nous on appelle ça des data scientists, même s'ils ne font pas forcément énormément de machine learning, mais ils font beaucoup d'inférences, donc ça fonctionne aussi, qui travaillaient, donc tu avais un data, un PI, les rituels de squad, enfin tu vois, ils travaillaient vraiment, ils passaient leur vie ensemble, quoi. Aujourd'hui, on change un peu cette façon de s'organiser, justement. On travaille plus en squad, on est plutôt project driven. Mais on se dit quand même que ça marche bien, je pense, pour le côté back-end, du coup, maintenant, vu la façon dont on a refondu les choses. Mais côté data, moi, je trouve qu'il y a quand même une vraie expertise à construire qui marchait bien, du coup, côté squad, mais qui était frustrante aussi parce que, du coup, les projets transverses, c'était plus difficile. Et puis, en fait, quand tu as un peu envie de changer, tu en as marre de bosser sur Moni, tu as envie de travailler un peu sur autre chose. C'était Ouais. des petites choses qui posaient problème. Donc là, on va travailler plus en project driven, mais avec quand même, on va essayer quand même de faire des pairs PM data, où là, de toute Ouais. façon, le scope est un peu plus large parce que de toute façon, on n'a plus autant de PM, on n'a plus autant de data scientists qu'avant. Mais on essaye quand même d'avoir un pour que ce soit plus facile à gérer et pour que justement, tu vois, on puisse être là dans tous les aspects du funnel d'un projet produit et même en amont de se dire, bah écoute, moi j'ai vu ça dans la data, je pense qu'il faudrait qu'on creuse cette chose-là, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à une nouvelle feature par rapport à ce que je peux voir dans les données, quoi. Ok, bah c'est vachement intéressant cette logique de project driven des équipes data. J'imagine que les PM, eux, restent dans des squads, les profils, les devs back-end. Non, Même pas? justement, Tout non, le non, monde est passé en project? ouais, 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 tout à Ok, fait. Et oui, ok. parce qu'en fait, ce que je dis, tu vois, avant, on avait quand même, c'était top, hein, les squads, hein. Enfin, ça créait un vrai esprit d'équipe, mais ça créait aussi des silos. Et donc, les projets transverses, c'était compliqué, et surtout, même la priorisation des projets était compliquée, parce qu'en fait, comme tu avais des squads et que c'était difficile, du coup, tu avais des back-ends, tu avais un nombre de back-ends par squad, un nombre de mobile par squad. Ouais. Là, que tout est centralisé, et en fait, il n'y a plus ces silos, donc un back-end est censé pouvoir travailler sur tout. Mais ça, c'est parce que vous avez pas, vous avez des équipes peut-être un peu réduites par rapport à une scale-up. On Tu a vois, je sais que rebondi ça. chez, Mm. ouais, tu vois, chez Docto, chez Penny Lane, c'est des gros contingents et les gens qui s'occupent de ces projets transverses, ça va plutôt être tu vois, des staffs Ah data oui, oui, non, scientists. ouais, nous, on n'est pas assez gros, je pense, pour ça, Ouais. effectivement. C'est quoi la team, Aurore, enfin, les sizes d'équipe à la data Ouais, et à la tech en général? aujourd'hui, on est 5 côté data engineering, on est 6 côté data science, Ouais. et on est donc 3 en growth et 6 en business analytics, à peu près. Ok. C'est ouf hein, ce que vous arrivez à faire avec un contingent. En plus, Ouais, toi, t'étais chez Uber avant, ouais, j'étais super avant. donc tu avais tout le confort de la Rolls-Royce Bah, à la fois, oui, d'Uber.
Et en même temps, tu vois, le truc que je dirais qui était frustrant peut-être, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que je touche à tout chez Itch. Ouais. Et en fait, du coup, tous les enjeux business, etc., enfin, j'ai tout en tête. Alors que chez Uber, j'étais très, très cantonnée à un aspect. En fait, c'était que moi, je gérais toute la partie communication, enfin, plateforme de communication. Donc, à la fois tous les emails qu'on pouvait envoyer, les push, etc. Le web aussi, et le sign-up et le login. Mais en fait, moi, je n'avais jamais touché aux algos de marketplace. Enfin, tu vois, je ne savais pas faire de pricing. Enfin, donc ça, c'est vraiment chouette Et dans une là, c'est trop cool. Faut se connaître. Il y a des gens qui sont faits pour Uber et d'autres qui sont faits pour Hitch. J'adorais Comment les vous deux. gérez comment vous gérez les bugs en project driven? Ouais, bah ça c'est la question que je. Alors on a des gens de support, hein. Enfin du coup je pense que c'est comme ça que ça va passer. C'est la question qui n'est pas encore complètement claire pour moi parce que comme je dis on n'a pas complètement migré Ouais, sur les nouveaux pays, mais en gros aujourd'hui c'est un peu tout le monde met la main à la pâte quand il y a un ouais, bug. Mais effectivement sur la maintenance je suis pas encore claire de comment on va gérer ouais. ça. Et Euh, comment vous gérez la dispo des data, des devs, des products pour démarrer un projet? Eh ben, on construit une roadmap en fait, hein. On construit une roadmap, Roadmap, c'est ouais, assigné, très, très basique, ouais. hein. Ouais, ouais, très basique. Et ok, t'en as qui peuvent se positionner ou c'est plutôt un VP qui va positionner les gens. Je pense qu'effectivement, enfin, c'est un mix un peu des deux, tu vois. Tu as envie C'est un un peu que mix, ouais. les gens soient Ok, bien et du coup, ok. en même temps, ouais, ouais. Bah ouais. Après, sur ta question, Audrey, si euh, les autres boîtes tech qui utilisent cet orga, euh, je- j'en vois, ça va plutôt être sur des projets early. Ça va plutôt être sur des projets early. Mais de toute façon, vous êtes en pleine migration, en pleine transfo. J'imagine qu'il y a des Ouais. choses qui vont être mises en place. Comment est-ce que vous mesurez le ROI d'Equidata? C'est une très bonne question. On a eu tout un talk avec Jérémy Jakubowicz, le VP data de Conto. Eux, ils price. Ils ont limite un PNL associé à chaque projet data. Ils mesurent à l'euro près. Ouais. Comment vous mesurez le ROI d'équipe data? Ouais. Non, bah, pour être honnête, on ne le mesure pas. Je vais être très Ok. franche. On ne le mesure pas comme ça. On n'a pas. Parce qu'on nous a aussi jamais demandé, parce qu'en fait, tout le monde est convaincu de l'intérêt de l'équipe data. Enfin, en fait, c'est une boîte. Mais Mais comme. comment vous communiquez, comment vous arrivez à convaincre les gens de l'intérêt de ce que tu dis, l'intérêt de l'équipe data? Ouais. Mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir à me battre en fait pour ça chez Itch parce que Ok. en fait tout est basé sur la data en fait chez nous. Enfin juste Ouais. le matching passager chauffeur, à quel prix, Ouais. etc. Enfin tout est basé sur la data et du coup c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment. En fait, Enfin, c'est dans d'autres boîtes j'ai structurel, eu quoi. besoin de me Ouais. battre, Ouais. mais chez Itch ça n'a jamais été le cas. C'est dans Après l'ADN. c'est plus les Ouais. tailles d'équipe, ouais non tu vois après c'est éventuellement sur la taille d'équipe ou sur des profils tu vois. Ouais. Là aujourd'hui j'ai pas encore réussi à complètement convaincre sur mon profil PM Data je crois. Mais moi, je sais que c'est nécessaire et j'en parle à plein de monde qui me dit, franchement, c'est une bonne idée, même en interne, dans l'équipe data, tout le monde trouve que ce serait canon, quoi. Mais ça, Ouais. j'ai pas encore convaincu. Mais après, sur l'utilité de la data, j'ai jamais eu à justifier tellement. Après, tu vois, Ouais, c'est cool. on marche en OKR. On Ouais. fait des OKR pour le semestre et du coup, c'est comme ça qu'on avance sur les différents sujets. Ok. Là, deuxième, vous faites des OKR trimestriels ou semestriels? Là, on fait sur 6 mois, là. Vous faites sur 6 mois. Ok. Ouais, Ok. ouais. Ok. C'est quoi les OKR là des derniers 6 mois? Bah Si là, tu c'est peux nous vraiment les beaucoup sur la. partager. Ouais, ouais, c'est beaucoup sur la tech transfo là. Enfin moi, Ouais. alors mes OKR à moi, c'est toujours un peu un mix de people, d'orgas d'équipe, parce que effectivement, comme on est dans la transfo tech, ça pose des questions à la fois de comment on réorganise l'équipe. Et tu vois, l'équipe Data Eng, elle est aujourd'hui de 5 personnes. Et on sait que ça va changer dès qu'on aura complètement migré, parce que comme on est dans un stack beaucoup plus managé, on n'aura pas forcément besoin d'autant de personnes. Et du coup, c'est comment on transforme cette équipe-là
Pareil côté data science, etc. Enfin, voilà, on a réintégré le business avec la data, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en fait, Ouais. il y a toute cette partie-là. Sur des OKR, des transfos et d'organisation. Ouais, et Et, après, effectivement, c'est toute la recréation de, en fait, comme là, on recrée plein d'entités, de nouvelles entités. Enfin, en fait, c'est un peu déjà à la fois de tracking de ça, d'être sûr que les données sont bien dispo au fur et à mesure que les devs avancent. Et du coup, tous les lookers à dispo, pour la boîte pour pouvoir continuer à travailler, quoi. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Plus, en question fait... intéressante. Ouais, vas-y, Oui, vas-y. ouais, excuse-moi, Aurore, je t'ai coupé. Question intéressante de Guillaume. Pourquoi vous avez changé de paradigme, passant par un tracking par event plutôt qu'un tracking par user ou par ride? Alors, je suis pas sûre de comprendre la question telle quelle, parce qu'en gros, on Ça a toujours été travaille... le cas. Hmm. Ça a toujours été le cas. Vous avez toujours été sur de l'event On à a event. toujours fait beaucoup de tracking à l'événement. Ok. On avait quelques tables avant du back-end qui étaient juste synchronisées comme ça, mais on faisait beaucoup d'événements déjà, à la Ouais. fois mobile et back-end. Ok. Donc c'est pas tellement un énorme changement, c'est juste que tout ce qu'on considérait comme du legacy, et il y en avait plus énormément côté data. Tous les corps, ils étaient encore legacy dans le sens où c'était des tables. Et ça, en fait, ça posait plein de problèmes sur plein d'aspects. Je vais te donner un exemple tout bête, mais si tu penses à un utilisateur et comment il va faire des changements sur son profil. Ouais. En fait, nous, tu avais juste le dernier état. Ouais. Alors que là, avec un event, tu vas pouvoir beaucoup plus suivre les modifications qui se sont faites, etc., quoi. Donc, c'est plus... l'idée, c'est à la fois pour la data... d'avoir ce flux de données comme ça, mais dans le back-end aussi de pouvoir envoyer des infos d'un service à l'autre, quoi. Ok. Ce qui n'était pas forcément, qui marchait pas aussi bien avant. Alors, moi, alors, je suis pas data scientist du tout, mais je suis fan des challenges que la data science arrive à relever. J'étais un gros matheux à l'école et j'aurais pu finir data scientist. On a parlé un peu de machine learning. On a parlé de modèles prédictifs aussi. Ouais. En production, vous avez quoi comme, enfin, ouais, vous avez quoi comme modèle? Vous avez quoi comme modèle actuellement en production vraiment important chez Hitch? Ouais, alors du coup, attends, la dernière question, elle match pas mal. Ouais, Du coup, effectivement, nous, la plupart des modèles, on va dire qu'il y a 2 catégories. Tu as la catégorie effectivement marketplace, qui va être plutôt, comment donc tu matches passager et utilisateur et à quel prix, et de l'autre côté, tu vas avoir, plutôt des détections de mauvais comportements. Donc ça, c'est les 2 gros stacks de modèles qu'on va avoir. Donc nous, on part toujours du principe le plus simple, c'est le mieux. Et donc, on ne va pas faire du machine learning pour faire du machine learning. Donc, en fait, dès qu'il y a une solution plus simple que machine learning, on va utiliser celle-là. Et dès ouais, qu'il faut aller un peu plus vers quelque chose de plus complexe, on y va aussi. Mais aujourd'hui, du coup, on a 2 principaux modèles de machine learning en prod. Donc, tu en as un côté marketplace qui va être vraiment sur calculer la probabilité d'un chauffeur d'accepter ce trajet-là qu'on lui présente ou pas. ouais, Ça, on l'a fait pourquoi? Parce que donc avant, notre matching, il était fait que sur de la profitabilité de chauffeur et du coup une distance, la distance la plus faible entre le chauffeur et le passager. Et en fait, c'était plus suffisant parce que au final, tu donnais les mêmes. C'est presque même un peu de la récompense de comportement en réalité, où en fait, si tu as un chauffeur qui annule tout le temps ou qui n'accepte pas, pour un côté passager, c'est quand même assez perturbant parce qu'en fait, tu te retrouves dans une expérience qui n'est pas très sympa, quoi. Donc en fait, du coup, tu as envie de mettre en avant les chauffeurs et de récompenser les chauffeurs qui, eux, acceptent et qui vont te faire un bon trajet, etc. Donc du coup, on a mis ce modèle-là en production, en France d'abord, et puis après, on le lance dès qu'on trouve que la marketplace est suffisamment grosse, on va le lancer dans d'autres pays.
Et là, on essaye même de tester, de changer un peu parce qu'on a par exemple des pays qui vont avoir, c'est ça là qui c'est super intéressant, selon les marchés, tu as des façons différentes de voir les choses. Mais par exemple, en Angola, les chauffeurs, ils acceptent beaucoup, mais ils annulent derrière. Donc, au final, c'est pas une meilleure expérience pour l'utilisateur. Donc, Je en te fait, là, rassure, à Marseille aussi, pas besoin d'aller aussi loin. C'est c'est vrai. pareil. Franchement, à Marseille, les gens, ils acceptent, ils annulent. Tu comprends pas, quoi. T'es là, putain, sérieux. Ouais, bon, ça, c'est sûr que non, du coup, on essaye de réduire ce genre de comportement-là en les détectant et en essayant de l'envoyer à un chauffeur avec qui tu vas avoir une meilleure expérience. Donc, ça, c'est une partie. Après, tu as finalement nos algos de matching en dehors de ça. Enfin, c'est plus basé sur la distance et voilà. Enfin, c'est plus de l'algorithmie, mais pas du machine learning. Et pareil sur le dynamic pricing. C'est plus de l'algorithmie, effectivement, où tu vas regarder des taux, comment ils évoluent, et tu prends des décisions là-dessus. Et après, côté behavior, on va avoir des modèles donc, de détection de mauvais comportements. Donc, un des plus gros qu'on a aujourd'hui, c'est le no-show. Donc, je pense que vous avez dû tous vivre un no-show, où en fait, c'est que tu commandes ton trajet, tu as ton chauffeur qui est matché, et tu l'attends, et tu vois que soit il bouge pas, tu l'appelles, il répond pas, soit en fait, il est en train de se barrer dans l'autre direction. Tu l'appelles, il répond pas. Et en fait, tu es obligé d'annuler. Sauf qu'en fait, bon, au début, tu le vois pas. Et en fait, nous, toutes les apps, tu as des frais d'annulation au bout de 5 minutes à peu près. Et en fait, du coup, toi, tu n'as pas envie d'annuler parce que tu dis, attends, je vais payer, alors que le mec, il vient pas. Donc, nous, on essaie de détecter ça de manière. Surtout que si c'est lui qui annule, il y a quoi? Il y a un système où il doit prendre un peu moins de score, un peu moins de Ouais, c'est fiabilité, ça. ce Ça genre a de un choses. impact sur. Ça a un impact Oui, sur. ouais. Ok. Oui, c'est pour ça que le chauffeur, Ouais. il le fait pas. Et puis des fois, je pense qu'effectivement, comme ils ont plusieurs apps en même temps, des fois, à mon avis, ils le voient même pas, ou enfin, j'en sais rien, tu vois. Enfin, du coup, l'idée, c'est de réduire ce type de comportements qui sont hyper mauvais pour l'expérience utilisateur. Ouais. Et donc là, on détecte, nous, si c'est un no-show ou pas. Ouais. Et du coup, on va prévenir l'utilisateur que non, il ne payera pas d'annulation, de frais d'annulation, donc il peut annuler sereinement, quoi. Et même dans le futur, l'idée, ce serait d'automatiquement rematcher ces personnes-là. Là, on ne le fait pas encore, mais dans le nouveau système, c'est typiquement le genre de choses qu'on voudrait faire, quoi. De pouvoir rematcher automatiquement dès qu'on détecte un no-show. Mais après, il y a d'autres mauvais comportements qu'on détecte, mais ce n'est pas toujours avec du machine learning. Tu as parlé d'anomalies, de détection d'anomalies. T'as quoi en tête? Sur quoi vous travaillez? Ouais, nous, du coup, donc, comme je te dis, le no-show, pour nous, c'est de la fraude, quoi. C'est de la fraude, des mauvais comportements. Donc, tu as ça, tu as aussi t'as la vraie fraude où, en fait, tu as des fake each, quoi, où, en fait, si ton trajet, il a fait moins de 3 minutes, c'est des mecs qui vont accepter les trajets, qui vont faire semblant de l'avoir commencé et qui l'arrêtent en mode, ça y est, mon trajet est fini. Et en fait, ça, c'est, tu vois, c'est de la fraude de chauffeur quand, en fait, tu as ce qu'on appelle une quest. Donc, tu vois, c'est un bonus chauffeur où, en fait, si tu as fait un certain nombre de trajets dans un certain temps, on va te donner un bonus. Et du coup, des fois, ils essayent de frauder un petit peu ça pour avoir leur bonus sans avoir fait les trajets, quoi. Il y a Florian, salut Florian, qui est pas mal intéressé par les questions d'outils de tracking de data. Donc, vous utilisez HIP ou n'importe quel outil de tracking via AutoCapture, non? Non, vous êtes parti plutôt sur. Ok. Et fondamentalement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti sur Amplitude Florian se posait la question versus Mixpanel ou PostHog ou d'autres. PostHog, finalement, ça correspondait pas bien. J'avais demandé un peu sur le réseau MDN, justement, et j'ai l'impression que ça correspondait pas très bien. C'est quoi MDN? Modern Data Network, pardon. Je sais pas si tu. Je vois, il y a beaucoup de gens. J'ai pas été invité. Désolée, mais en fait, c'est vrai que je vois beaucoup de gens dans la liste. Là, je reconnais leur nom du Modern Data Network. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, pardon, oui. Pourquoi Amplitude? Parce qu'en fait, au final, on a réussi, comme je dis, à pas mal baisser les prix, du coup, pour des fonctionnalités qui étaient un peu meilleures pour nous que Mixpanel, par exemple. Notamment, nous, on utilise Braze, et du coup, il y avait une super bonne intégration avec Braze.
Et puis en plus, notre VP Product aussi a travaillé dans Amplitude avant et il est complètement convaincu de l'outil. Donc voilà, on trouvait que Amplitude était quand même un petit peu au-dessus. Et post-hog, on l'a mis de côté parce que effectivement, avec les retours que j'ai pu avoir de la communauté data, je comprenais que finalement, c'était quand même pas le bon outil pour nous. Et surtout, en essayant de passer en quelque chose d'un peu plus managé, c'est pas une bonne idée, effectivement. On a parlé de vos modèles en prod, de vos modèles de machines, enfin de modèles prédictifs, donc notamment le no-show et l'acceptation des courses. Ça, vous avez noté un peu, vous avez essayé de calculer l'impact business de ces choses-là, ou sans aller jusqu'à du calcul, au moins avoir détecté un peu. En fait, complètement. En fait, nous, quand on lance quelque chose, on le teste toujours. Donc, on a une idée. Alors, par contre, j'ai pas les chiffres en tête du tout, je peux pas te les partager, mais parce que c'est des modèles qui sont plus ou moins anciens, mais oui, on teste tout ce qu'on fait. Donc, ça peut être effectivement, dès qu'on a un nouveau modèle, on va le mettre en prod. Donc, soit on va le tester via un A/B test, tout simplement, soit on le fait comme nous, comme je dis, on est en environnement de marketplace, on ne peut pas forcément toujours faire un A/B test classique. Du coup, on va le faire avec un switchback. Enfin voilà, maintenant on a une méthode qui marche vraiment bien et on lance des switchbacks tout le temps pour pouvoir mesurer l'impact de ce qu'on vient de lancer. Notamment, je sais pas, tout simplement, on a aujourd'hui nos prix. On a des graphes de prix en fait, avec des règles plus ou moins métiers. Et en fait, demain, on veut faire un outil de pricing un peu plus smart, avec plutôt du machine learning, etc. Mais en fait, aujourd'hui, dès qu'on change un peu notre graphe de prix, alors, il y a des fois, c'est très simple, on n'y touche pas, enfin, on n'en fait pas un test. Mais là, aujourd'hui, on a complètement refondu notre graphe de prix. Et là, pour le coup, on fait un switchback test pour vérifier que ça n'a pas un trop mauvais impact, ou un bon impact d'ailleurs, sur la marketplace. Mais tout est comme ça. Dès qu'on a une nouvelle fonctionnalité produit, on fait un A/B test. Donc, on teste énormément de choses. Donc, on a une idée de l'impact, Ouais, hyper cool. Tu as parlé de modèles, tu t'as dit que c'était un peu ancien. Bon, ça va vite aujourd'hui dans le machine learning. Vous faites comment pour gérer un peu le cycle de vie, tu vois, retrainer un modèle, le monitorer? Ouais, on a des. Alors, nous, on utilise Dataiku aujourd'hui. Dans l'ancien système, on utilise Dataiku. Du coup, c'est assez bien géré là-dessus parce que c'est hyper facile de mettre en prod et voilà, nous, on réentraîne les modèles dont je te parlais toutes les semaines, en tout cas au moins sur la partie acceptance du chauffeur. Et on regarde le drift, on traque vraiment tout ça. Et de temps en temps, effectivement, on refait une passe en se disant, bon, est-ce que, en fait, là, sur la tech transfo, justement, on repense complètement ces modèles-là, parce que aussi, on a de nouveaux types de données. Donc avec potentiellement de nouvelles features. Et donc, c'est le bon moment de remettre tout ça à plat. Donc, effectivement, là, on le refait quasiment from scratch. Mais sinon, en général, voilà, c'est réentraîné très, très régulièrement. Dans les environnements de marketplace, il y a un sujet qui s'appelle les effets de réseau. Ouais, exactement. Tu peux expliquer ce que c'est et comment est-ce que vous gérez ce sujet-là? Ouais, les effets de réseau, c'est quand en fait l'action d'un utilisateur a un impact sur un autre utilisateur. Et c'est vrai que nous, en tout cas dans un environnement marketplace et notamment chez Hitch, tu peux pas mettre que l'accent sur les passagers ou que sur les chauffeurs, parce qu'en fait à un moment donné, tu as besoin d'un équilibre entre le nombre de passagers et de chauffeurs. C'est le sujet de l'œuf et la poule, quoi, le truc. Exactement, ouais. Mais en fait, du coup, nous, donc les équipes business, c'est plutôt les équipes business qui gèrent ça. Elles analysent leur marketplace, mais au quotidien. Donc, en fait, elles savent tiens, là, il manque des chauffeurs, là, il manque des passagers. À telle heure de la journée, on est en undersupply, en oversupply. Donc, trop de passagers, trop de chauffeurs, pas assez de chauffeurs. Et donc, en fait, en fonction de ça, ils vont soit pouvoir jouer sur les prix, soit pouvoir jouer sur autre chose. Des fois, ça va être des choses très opérationnelles. Des fois, ça va être une solution data, une solution ops. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Et on fait beaucoup de tests là-dessus, justement. C'est quoi, par exemple? C'est la nuit, il manque des chauffeurs Uber, des chauffeurs Hitch, on monte les prix? Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça? Ouais, complètement.
Ouais, mais en fait, si tu vas attirer des chauffeurs, effectivement, bah, il faut souvent jouer sur un meilleur prix pour eux et les passagers, il faut baisser le prix. Donc, en fait, tu vois, c'est tout un équilibre à trouver pour que tout le monde soit content. Sachant qu'on est la commission la plus basse du marché, donc en fait, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, quoi, parce qu'en fait, nos prix sont plus bas, mais Après, basses. le passager qui sort à 4 heures du matin, un peu rond de festival, tu lui montes le prix, enfin, il est en difficulté pour trouver un taxi, un VTC, tu lui montes le prix, je pense que c'est $1, quoi. Il doit y Ouais, avoir et un seuil jusqu'auquel c'est $1, quoi. mais en fait, effectivement, on avait fait une étude, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est mieux sur le churn passager, entre un prix plus élevé, donc ce qu'on appelle du surge, donc dynamic pricing, enfin, tu sais, quand tu augmentes les prix parce que la marketplace, elle est en déséquilibre et donc, en fait, à un temps T, tu vas devoir augmenter les prix. Donc, ce n'est pas ton prix de base, mais c'est vraiment, OK, là, en ce moment, il y a un déséquilibre dans ma marketplace. Donc, il faut que le prix augmente. À la fois pour que le chauffeur puisse accepter ses trajets et que du coup, le passager puisse avoir son trajet. Mais du coup, pardon, je me suis perdue dans ce que j'étais en train de raconter. Mais T'inquiète. Il y a des questions aussi qui pop, c'est autour des data analysts. ouais. Comment est-ce que vos data analysts priorisent les sujets? Comment est-ce que les data analysts priorisent les... Ouais, tu as un mix, des. Alors, c'est vrai que c'est vraiment particulier en ce moment à cause de la transfotech, mais donc c'est vraiment un peu différent. Ça va être. Là, en ce moment, on a un lancement. On va lancer on va migrer un nouveau pays, pardon. On va migrer un pays fin mai, début juin. Donc, c'est quoi les bloqueurs? Qu'est-ce qu'il nous faut pour que ce pays puisse être lancé avec succès et que la data, on puisse la traquer comme il faut? Et donc, en fait, on se fait la liste de tout ce qu'il faut faire et c'est sur ça qu'on va travailler en priorité. Mais de manière générale, ce qu'on faisait avant et ce qu'on refera une fois que la transfotech sera terminée, c'est que vraiment, on se met autour de la table avec les différents stakeholders et on décide quels sont les sujets prio pour... En général, on le faisait au trimestre, pour le trimestre, et on essaie de caser ça dans une roadmap en faisant une étude d'impact, effectivement, en essayant de se donner une idée de quel va être l'impact en euros de ce sujet-là. Effectivement. Et vous alignez les sujets. Enfin, j'imagine que vous devez être ISO aussi avec les sujets produits, quoi. Travailler main dans la main et accompagner les products sur leur roadmap, mais il doit y avoir des sujets propres à la data aussi. Complètement. Oui, 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 tout à fait. Bah, effectivement. En fait, du coup, c'est ça qui va être bien avec cette nouvelle orga, c'est que je pense que ce sera plus facile d'avoir des projets transverses, effectivement, qu'on avait du mal à trouver avant. Et moi, ce que je faisais, du coup, à l'époque, pour ceux qui bossent encore en squad, si jamais ça peut donner des idées, mais parce qu'à la fois, tu avais le problème des projets transverses qui les gèrent, parce qu'en fait, ce que tu faisais avec le produit prenait toujours le pas sur ces projets transverses. Et du coup, je faisais au début, j'avais commencé par des journées hackathon, où en fait, on se listait tous les projets transverses qui pouvaient être intéressants et on demandait à tout le monde dans la boîte, quels sont les sujets d'attaque qu'on n'a pas taclés, que vous voudriez qu'on tacle. Tu vois, le CEO mettait des idées, tu avais un peu de tout le monde, quoi. Et donc, on priorisait ça et on faisait un hackathon avec des équipes data qui bossaient pas mal tout seuls, en plus, donc ça permettait de créer un peu plus de liens. Et après, j'ai transformé ça en même un sprint par trimestre ou semestre, selon la roadmap, justement. Un sprint où, en fait, pareil, je faisais des équipes et en fait, on bossait sur des sujets transverses, un peu plus costauds, du coup, que ce que tu pouvais faire en hackathon, où on se faisait full focus sur les projets transverses qu'on n'arrivait pas à faire autrement. Et ça, c'est hyper apprécié dans l'équipe. Je pense qu'on aura Vous moins avez de au futur. Vous avez, c'est une bonne question, là, ce que pose Frédéric, l'implication de votre direction, j'imagine les cofondateurs sur la data, les choix que vous faites. Ouais. Euh, vous avez des cofondateurs qui sont, je crois, des ingénieurs chez Ouais. Itch. Ouais. Donc, Tout à fait. ils doivent avoir un regard, ou au moins comprendre l'intérêt. À quel point, comment vous communiquez, comment vous travaillez, à quel point est-ce qu'ils ont un regard là-dessus? Alors, Teddy, qui est du coup notre CEO, il a pas forcément. Moi, il m'aide plutôt vraiment sur les sujets people, pas Ouais, vraiment sur les sujets data. Après, il comprend beaucoup, beaucoup de choses, il est très smart, donc ça ouais, l'intéresse bien évidemment, mais lui, c'est vraiment plutôt côté business, quoi.
Ouais. Il ne va pas tellement s'intéresser à OK, ce modèle de machine learning, qu'est-ce qu'il fait et tout. Je pense qu'il s'en fout un peu tant que ça marche. Mais vraiment, côté business, il est très, très impliqué, effectivement. Donc, Ouais. l'idée, c'est que c'est des sujets qui touchent plus à ça. Et après, par contre, Mathieu, qui est le cofondateur et qui est CPO, du coup, lui est beaucoup plus Ouais. technique, effectivement. Il est le Ouais. premier à aller dans Looker, à creuser, à nous faire hey, il y a un problème là sur cette data. Ouais. Tu vois, il est très, 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 très technique. Et donc, lui, il va plus avoir un avis, mais après, par contre, il va jamais nous dire faut que tu fasses ce modèle-ci, ce modèle-là. Il nous laisse toujours maître de la façon dont on va gérer un problème. Ok. J'ai oublié la question que je voulais poser parce que c'était fascinant ce que tu racontais, Aurore. Euh, non, enfin, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de questions. Le truc, c'est qu'on arrive un petit peu au bout. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'avais d'autres sujets peut-être autour de vos spécificités produits, de vos spécificités même business. Vous êtes une marketplace de VTC qui est présente en Afrique, qui a choisi de se développer sur un modèle un peu différent. Vous êtes présent aussi en Europe, hein, dans d'autres pays que la France, notamment en Espagne, mais vous êtes présent en Afrique. Donc, tu peux nous expliquer un peu les critères d'ouverture de ce marché, Ouais. l'adaptation locale, quel rôle joue la data? Ouais, du coup, alors effectivement, en Europe, on a la France et la Belgique. On avait ouvert la Suisse qu'on a refermée. Enfin, on a ouvert plein de pays qu'on a refermés hein, au fur et à mesure de notre vie each. Et pareil pour l'Afrique d'ailleurs. En Afrique, on avait commencé au Maroc, qu'on a dû fermer depuis parce que ça marchait pas assez bien. Mais du coup, là, aujourd'hui, on est en Algérie, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Et effectivement, la façon dont on va décider d'aller ouvrir un pays, c'est un mix de le potentiel du marché, bien évidemment, si on aura suffisamment de trajets. On bosse beaucoup sur le côté culture fit. Ouais, On est allé vraiment en priorité dans les pays qui parlaient français et qui avaient ouais, un culture fit plus fort avec Itch. ouais, Et le dernier, c'est la législation, en fait. Si c'est hyper galère de pouvoir mettre des VTC sur la route, ou toute forme, parce qu'on ne fait pas que du VTC, du coup, on peut faire. Enfin, on avait commencé en peer-to-peer, nous, mais on ne peut plus le faire ok. en France. Mais ça peut être ça, ou le taxi aussi, hein, tout simplement. Mais Et voilà, vous proposez le même produit, la même expérience, ou il y a des nous, différences? on adapte. On adapte. Ouais, ouais, tout Ouais. à fait. C'est On quoi essaie les d'avoir différences, les un peu grosses plus light. différences? Bah, tu as quand même envie d'avoir une application un peu plus light en Afrique. Ouais, Tu as aussi les problèmes GPS, en fait, parce que enfin, tu sais pas du tout la même façon de commander un trajet. C'est moins facile d'avoir une adresse précise. Donc, ouais, il y a tout cet aspect-là. Et du coup, ne serait-ce que la data, enfin, le Wi-Fi, la data, enfin, tu vois, on n'a pas forcément les mêmes conditions. Donc, en fait, on est obligé de gérer autour de ça. Et après, tu as des fonctionnalités qui peuvent être un peu différentes, notamment le paiement, il se fait que en cash en Afrique, alors qu'en France, tu as cash et carte. Donc, on adapte autour de ces choses-là. Ouais. euh, mettez-nous vos feedbacks si vous le voulez bien. C'est très très curieux. Votre note sur 5, quel feedback vous nous donnez sur ce talk comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Très très, très curieux. C'est vraiment très précieux et à chaque fois on prend en compte tous les retours que vous nous faites, que ce soit sur ce chat, derrière par échange sur LinkedIn ou autre, pour s'améliorer. Il n'y a que comme ça qu'on améliore nos talks. Moi, j'avais peut-être une autre question, une dernière question pour toi. Ah oui, juste aussi quelques chiffres. On était 147 et le truc cool, c'est qu'il y a très peu de monde qui ont quitté ce live, moins de Cool. 5%. Et donc, en fait, ça veut dire que les gens étaient plutôt intéressés. J'ai pas fait de modèle de machine learning pour calculer, pour calculer ça, mais ça veut dire que c'était plutôt intéressant. Merci beaucoup, Aurore. Moi, j'ai peut-être une dernière question. C'est plus euh, autour aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, à des gens qui font de la data, que ce soit data scientist, engineer ou data analyst,
enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a l'IA, il y a, enfin, il y a beaucoup de choses d'un point de vue carrière. Qu'est-ce que tu recommanderais? Vaste sujet, mais c'est quoi Ouais, ton opinion, quoi? je pense que bon, enfin, bien évidemment, tu es obligé de rester à la pointe de ce qui se fait. Enfin, tu peux vite te faire dépasser, en fait, je trouve, encore plus aujourd'hui. Et moi, la première, hein, je pense qu'il faut quand même rester pas mal à la pointe de ce qui se fait. Et bon, l'IA, bien évidemment, enfin, tu es obligé, en fait, sinon tu vas rater le train. Et voilà, je pense que ce serait un vrai problème. Je pense qu'aujourd'hui, du coup, les métiers data sont un petit peu un peu en train de changer aussi à cause de ça. Et donc, je pense qu'il faut aussi rester à la pointe de, OK, quels sont un peu les courants, les tendances par rapport à ça et comment tu peux un peu adapter ce que tu fais aujourd'hui pour rester je ne trouve pas le mot, mais c'est pas la À la pointe que je... page, quoi. Ah, À la ouais, page. ouais, mais tu vois, que tu puisses continuer à bosser dans la data sans problème, quoi. Ouais. Je pense qu'on le voit, Ouais. hein, on voit vos messages sur LinkedIn chez TPC, tu vois que c'est le marché est hyper tendu, on te demande d'être parfait sur tous les points. Ouais. Euh, et du coup, je pense que la veille, elle est extrêmement importante pour ça. Et peut-être qu'il faut un peu monter en expertise, effectivement. Enfin, moi, j'ai beaucoup de profils polyvalents aujourd'hui. Et j'aime bien ça, j'avoue, mais peut-être qu'il y a aussi des expertises à creuser un peu plus, quoi. Ouais, des expertises à creuser et nous, ce qu'on recommande beaucoup aux gens qui viennent nous voir, c'est d'attendre quand même d'avoir eu de l'impact avant de chercher une nouvelle aventure. Ouais, Euh, Évidemment, ce serait facile, hein, pour nous d'accueillir tout le monde, mais essayez d'avoir eu quelques réalisations, des choses vraiment cool à mettre, à expliquer en entretien. Et puis même au-delà des entretiens, au-delà de la façade, c'est aussi ça qui va vous permettre de vraiment gagner en expérience au product, à la tech ou à la data. Donc voilà, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, surtout en ce moment non. où beaucoup de boîtes tech connaissent des difficultés économiques. Le marché est tendu. Essayez de vraiment grappiller de l'XP là où vous êtes. Euh, Mais je suis d'accord avec toi c'est sur le côté. Enfin, ce que disait Jérémy, effectivement, de Conto était hyper puissant là-dessus, je trouve. Et ce ouais. que tu dis là, c'est vraiment mesurer un peu son impact et avoir une idée de ce que tu as pu apporter en termes de business. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est hyper puissant. Merci beaucoup Aurore et merci à vous dans le chat d'avoir contribué, participé. C'était très très cool. Je te dis à bientôt. Passez tous une très Ouais. belle après-midi et yes, à la prochaine. Merci beaucoup, Mehdi.